Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une FAQ spéciale Camille Rando. J'avais posté sur mes réseaux il y a quelques mois une FAQ pour vous demander de me poser vos questions sur tout ce qui était Camille Randonnée, etc., etc. Et j'ai eu plusieurs questions, mais qui se rejoignaient à chaque fois sur 4 thèmes. Donc, ces 4 thèmes, c'est quoi? C'est la nourriture. Donc, que ce soit la gestion de la nourriture, le ravitaillement, le portage, enfin voilà, il y a eu plusieurs questions comme ça qui tournent autour de la nourriture, donc on reviendra là-dessus. Il y a eu le soin des pattes et des coussinets, où il y a eu pas mal de questions aussi. Il y a eu par rapport au nombre de kilomètres qu'on pouvait faire par jour avec un chien. Et en dernier thème, il y a eu par rapport aux visites qu'on peut faire avec un chien en extérieur, en intérieur, enfin voilà, toutes les visites qu'on peut faire sur une randonnée ou sur un chemin de Compostelle avec les chiens. J'en profite pour vous annoncer notre concours de Noël sur notre page Facebook et notre page Instagram. Vous pourrez gagner ce lot une fois sur notre page Facebook et une fois sur notre page Instagram. Toutes les conditions sont dessus. N'hésitez pas à nous rejoindre, les liens sont en commentaire. À l'heure actuelle, où je vous parle, vous êtes plus de 90% à me regarder sans être abonné. Alors, si vous voulez me faire un petit cadeau de Noël en avance, est-ce que vous pourriez vous abonner? Alors, personnellement, moi, je vais porter la nourriture de mon chien. Oui, moi je voyage avec un petit chien qui fait moins de 3 kilos, donc comment vous dire, au niveau des rations, moi je suis sur des poids qui sont très 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 raisonnables. C'est-à-dire qu'un chien chez moi en moyenne va manger 60 grammes par jour de croquettes, quand on parle de croquettes, hein. Donc je pars avec à peu près 60 grammes par jour. Donc disons que par semaine, ça me fait moins de 500 grammes. Donc je peux largement porter ce poids dans mon sac. Donc ça, c'est un avantage par rapport au fait que ce soit un petit chien. Si vous voyagez avec un plus grand chien, faut savoir que à ce moment-là, vous avez plusieurs systèmes que vous pouvez mettre en place, utiliser et combiner. Alors, la première chose, c'est soit vous faites comme moi, vous portez. Voilà, et tous les jours, en donnant, vous allez diminuer ce que vous portez. Après, tout dépend évidemment de la durée de votre voyage, tout dépend la quantité que votre chien mange et compagnie, mais c'est vrai que ça peut vite peser. Je le vois bien, par exemple, avec le berger allemand de ma maman, c'est prendre un deuxième sac rien que pour la nourriture, quoi. Enfin, à un moment donné, c'est pas tenable. Euh, alors à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une partie avec vous. Hein. De toute façon, il faut quelques jours sur vous. Et pourquoi pas sur votre chien. Et effectivement, il existe des harnais avec des pochettes dans lesquelles vous pouvez glisser des choses que le chien porte. Alors, soit ses croquettes ou autre chose. Souvent, on y met des croquettes ou de l'eau. Ça aussi, il y a certains qui mettent des pochettes d'eau, des poches à eau dedans, des petites, et qui font porter au chien. Il faut savoir que le chien peut porter jusqu'à 10% de son poids, harnais inclus. Donc, ça veut dire qu'il faut que le harnais et ce qui soit dans le harnais ne dépasse pas 10% du volume de votre chien, tout simplement. Enfin, du volume au niveau poids de votre chien. Et alors, la troisième chose avec laquelle vous pouvez combiner, c'est les envois en point relais ou à domicile. Donc, à l'ancienne, vous cherchez sur les réseaux des gens qui sont sur votre chemin, vous leur demandez si vous pouvez leur envoyer des croquettes. Eux gardent des petits paquets de croquettes pour vous, ou en tout cas des ravitaillements de croquettes pour vous, et quand vous passez près de chez eux, vous les appelez, vous passez récupérer vos croquettes, ou ils vous les mettent à un endroit pour que vous puissiez les avoir. Et voilà, ça c'était, on va dire, l'ancienne méthode. Maintenant, il y a quand même d'autres choses qui existent. Je pense notamment aux boîtes, voilà, qui sont souvent sur les parkings de supermarchés, accessibles 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc pas de stress, il suffit de les repérer et d'envoyer ou d'avoir quelqu'un qui vous les envoie pour que ça arrive en temps et en heure et que vous n'ayez plus qu'à les récupérer en sachant que vous avez toujours quelques jours de battement pour aller récupérer ces sachets de croquettes. Mais,
il y a 2 choses que moi je vais déconseiller, on va dire ça comme ça. Alors il y a une chose que je vais déconseiller et pas déconseiller, c'est les points relais physiques. Enfin, quand je dis physique, c'est magasin ou aux caisses, où vous avez des horaires d'ouverture, des jours d'ouverture, des jours de fermeture. Je trouve que c'est quand même une grosse contrainte parce que, et ça on en parlera plus tard dans la vidéo quand on va parler du nombre de kilomètres par jour, mais ça met quand même une certaine tension. C'est-à-dire que vous savez qu'on est samedi, que le dimanche est le jour de fermeture du magasin, il vous reste 5 kilomètres pour arriver au magasin et vous avez plus qu'une heure et demie. Eh ben, vous n'avez pas le choix. Vous devez tracer pour être sûr d'arriver avant la fermeture pour avoir vos croquettes. Sinon, vous allez nourrir avec quoi votre chien? Donc, ça, par exemple, moi, c'est un truc qui me stresserait trop. D'expérience, je peux le dire. Et donc, je ne serais pas pour ce système-là. Moi. Après, chacun est comme il est. Ça peut très bien convenir à d'autres personnes. Et c'est vrai qu'au niveau emploi et enfin, voilà, au niveau de plein de choses, c'est mieux que les boîtes d'automatique, on est bien d'accord, hein. Mais en termes de facilité et de décontraction d'esprit, voilà. C'est là où moi je fais la balance. Et alors, une chose que je déconseille, mais alors là, c'est plus déconseillé, c'est, et je le vois très souvent, malheureusement, c'est le ne vous tracassez pas, tout au long du chemin, il y a plein de magasins, vous trouverez des croquettes. Alors, à moins que vous nourrissiez à des croquettes super simples à trouver partout et que vous soyez sûr et certain que vous allez avoir des magasins partout qui vendent ces croquettes-là, comment vous dire? C'est compliqué, surtout si vous partez seul. Déjà, de un, ça veut dire qu'il faut réussir à chaque fois à faire rentrer le chien dans le magasin ou accepter de laisser votre chien devant le magasin. Moi, je suis pas fan de ça. De deux, souvent, ça veut dire changer la nourriture du chien régulièrement. Et ça, par contre, moi, je vous le déconseille, mais alors, vraiment super fort. Pourquoi? Parce que vous risquez d'abîmer sa flore, parce que c'est clair et précis que quand on change de marque de croquettes, normalement, il faut 7 jours de transition. Je vous vois mal faire cette transition en permanence sur le chemin. En plus, si vous changez en continu de croquettes tout le temps, la flore intestinale du chien ne va jamais s'y faire. Et donc, vous risquez simplement que votre chien tombe malade et des problèmes gastriques et des problèmes de digestion et des diarrhées, soit mal, soit ballonné. Et après, vous allez lui demander de faire un effort et de marcher je ne sais combien de kilomètres par jour. On va oublier cette solution. Parce que c'est le bien-être du chien avant tout. Donc, soit vous trouvez une solution pour qu'il puisse avoir son bien-être, soit vous voyez votre projet en fait. Mais le but n'est pas de mettre mal le chien et c'est vraiment hyper important de prendre super soin d'eux, quoi, parce que eux sont pas capables de prendre soin de. Enfin, vous êtes leur seul bouée finalement là-dedans et c'est ça qui est génial, c'est que pour le lien avec le chien, on est sa seule bouée, donc on crée un lien hyper fort quand on part, moi je trouve, avec un chien. Mais par contre, à contrario, c'est à vous d'y prendre attention. Enfin, c'est à vous de faire attention. Vous êtes son seul garant, quoi, pendant toute cette période-là. Donc, c'est vraiment important, quoi. Pour moi, en tout cas, oui, c'est trop important. Au niveau du nombre de kilomètres par jour, alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que moi, d'expérience de nouveau, voilà, je me suis rendu compte que dans ma vie de tous les jours, ben oui, mine de rien, j'ai beaucoup de choses, j'ai des gros plannings, donc il y a du stress, il y a de la tension, j'ai une vie de famille, enfin voilà. Comme tout le monde, j'ai une charge mentale assez importante, je pense, dans ma vie de tous les jours par rapport à peut-être d'autres personnes. Mais c'est quelque chose que moi je gère au quotidien. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en randonnée, par contre, c'est quelque chose que je ne supportais pas. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être aussi parce que c'est mes moments de l'année où je m'évade et où j'ai pas envie d'avoir mon cerveau overbooké. Et donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça maintenant? Parce que sur mon premier chemin, j'avais regardé. Ok, normalement, on doit faire entre 15 et 20 kilomètres. Donc, j'avais entraîné mon chien. Tout était prêt. En soi, on aurait pu les faire. Sauf que, au moment de partir, deux choses se bousculent. C'est-à-dire qu'en fait, moi, la première réelle itinérance que j'ai fait en autonomie, c'était en 2021. Donc, on est post-grosse inondation. Et en plus, on se prend une canicule. Cherchez pas à comprendre. Donc, on s'est pris des inondations une semaine avant. Et là, on est en pleine canicule. Donc, je me retrouve à marcher sur un chemin que j'avais préparé, mais où plus rien n'est valable. Donc,
je me retrouve avec plein de points d'eau et des rivières qui sont polluées, on peut pas prendre d'eau, c'est pas possible. Je me retrouve en plus fatiguée parce que j'avais moi-même aidé ici pour les inondations des amis et tout ça. Donc j'étais pas reposée pour partir. Je suis partie avec le stress qu'on avait eu la semaine avant parce que ça a été beaucoup de stress les inondations et tout ça, même si on n'a pas été touché directement. Mais j'étais un peu bloquée chez moi. Enfin voilà, pas de réseau, machin. Enfin, ça avait été une période assez intense. Et donc bon, ben pas en pleine forme finalement. Les derniers entraînements avaient été chamboulés, la dernière semaine d'entraînement avec mon chien. Et donc, ben, je suis pas partie dans le meilleur des états, mais j'étais avec mon objectif des 15-20 kilomètres. Et comment vous dire que le premier soir, j'avais quasi plus d'eau, plus moyen de trouver d'eau, finalement on a trouvé un riverain et compagnie, mais moi j'étais en pleurs dans le bazar. Ça n'a pas été, enfin, ça n'a pas été monté, je ne l'ai pas filmé, je pense même pas. Mais j'étais en pleurs parce que c'était trop en fait. Et donc c'est pour ça que moi maintenant j'ai pris cette décision de dire ok, je sais qu'avec mon chien je fais 20 km maximum. De toute façon au bout de 20 km je m'arrête, c'est une certitude pour le bien-être de mon chien. Donc je prépare mon chemin si je dois partir 3, 4, 10 jours. Je prépare un chemin qui va faire 20 fois le nombre de jours où je pars en termes de kilomètres. Comme ça, j'ai tout mon chemin prêt. Je me fais une liste en mode, ok, là il y a des magasins, là il y a des magasins, là il n'y a pas de magasins, là il y a ci, là il y a ça, là il y a des trucs à visiter. On commence un peu à regarder ce qu'on peut faire sur le chemin, on essaie de faire un peu du repérage à l'avance quand même, de préparer un minimum le chemin. Hein. Et puis ben je pars. Et si je fais 10 kilomètres sur une journée, je m'en fiche. Si moi je suis pas bien et que je suis en crise d'endo, parce que ça m'est arrivé en rando, je regarde mon... Parce que souvent je pars pas seule, ça vous le savez. Et je regarde mon compagnon de voyage, je lui dis écoute, aujourd'hui moi je suis un peu naze, donc je vais pas beaucoup marcher. Euh, et on fait une plus petite journée, quitte à faire des visites, enfin prendre plus de temps sur les visites ou ce genre de choses. On respecte le chien aussi. Et il est important de savoir que votre chien a besoin de 16 heures par jour de repos en moyenne. Donc, ça veut dire que mine de rien, faire marcher votre chien sans arrêt, sans pause, c'est hyper mauvais. Votre chien va jamais tenir sur du long terme. Il est vraiment important que votre chien ait ses moments de pause où il se repose, où il dorme à différents moments de la journée pour pouvoir tenir sur la longueur. Et donc, je me suis rendu compte que finalement, en ne mettant pas d'objectif par jour, je marchais, je faisais mes pauses quand je le sentais, en regardant mon chien, selon moi, en nous écoutant, en écoutant mon corps et en écoutant les signaux de mon chien, et qu'en fait, je faisais plus de kilomètres que la première fois où je suis partie, où j'étais, ouh là là, on devrait déjà être là, ouh, il nous reste encore autant de kilomètres, oh punaise, faut foncer, en plus hier, on avait des kilomètres de retard, donc là, aujourd'hui, il faut rattraper. Non, j'étais beaucoup trop stressée en fait. Et donc je pense aussi même blessée à cause de ça parce que j'étais tellement stressée que je prenais pas le temps de bien attacher mon sac, je prenais pas le temps de bien tout installer. Euh, J'étais trop dans le speed. Écoutez-vous quoi. Et donc en fait finalement le nombre de kilomètres, je vous dirais, prenez un point de départ et vous verrez bien où vous arriverez. Moyen de revenir, vous aurez toujours. Il y a des taxis, il y a des bus, il y a des trains, il y a même du covoiturage parfois en fonction de là où vous êtes. Donc, il y a tellement moyen de revenir que peu importe où vous vous trouvez, vous retrouverez un moyen de revenir. Ça, trouver un moyen pour rentrer, on en trouve toujours, quoi. C'est pas, ça c'est vraiment pas impossible. Parfois ça coûte un peu plus cher, mais il y a toujours moyen de s'arranger. Donc, maintenant, moi je pars sans stress. Si je fais 10 kilomètres, je fais 10 kilomètres. Si j'en fais 19 ou 20, j'en fais 19 ou 20. Voilà. Et je prends plaisir sur mon chemin, je m'arrête. Si j'ai envie d'une glace, qu'il y a un glacier, je prends une glace. Enfin voilà, vraiment, moi, je pars pas pour faire le bagne, quoi. Hein. C'est mes quelques jours de détente par an où je pars et je profite. Donc, j'ai décidé d'arrêter de me mettre des barrières et je vous conseille d'en faire autant. Parce que finalement, on profite jamais mieux que comme ça. Et j'ai envie de vous dire que l'autonomie, finalement, s'il y a bien un avantage à l'autonomie, c'est celui-là. Vous en fichez de pas faire votre épreuve, vous avez votre tente et votre matelas sur le dos. Il n'y a pas de il y a pas de gîte de réservé, il n'y a rien du tout. D'ailleurs, moi, je ne réserve rien. Et j'arrive, je vois comme, si j'ai un jour, comme on a eu, par exemple, je pense à Dain-sur-Meuse, où on s'était dit, oh, il y a la citadelle à visiter, il y avait un musée, il y avait
pas un musée, enfin il y avait des musées mais on les a pas fait. Et il y avait des cimetières militaires. Il y avait plein de choses à voir juste à côté d'Insurmeuse, pas très loin en fait. On va dire sur une périphérie de 5 kilomètres par rapport au camping. Il y avait plein de trucs à voir. Et donc on s'est dit, bah tiens, on va se poser là. Et donc on a été au culot demander au camping si on pouvait s'y poser. Ils avaient de la place, ils nous ont pris 2 tentes, ça passe. Hein. Donc souvent vous allez pouvoir trouver comme ça de la place à gauche à droite. Et puis au pire, ben vous faites vos vies. Enfin, moi j'ai déjà fait. Vous allez au syndicat d'initiative et vous leur demandez de garder vos sacs l'après-midi ou quoi, juste le temps des visites. Ils vous diront à quelle heure ils ferment. Faut que vous ayez récupéré vos sacs pour marcher 2, 3 bornes et vous aurez de quoi dormir, les forêts, la sortie de village ou n'importe quoi. Donc ça c'est voilà, il y a toujours moyen de trouver et honnêtement, nous on l'a déjà fait, c'est sympa et je trouve qu'on profite beaucoup mieux du chemin sans s'être mis vraiment de réels objectifs par jour. Donc je vous conseille de faire pareil. Voilà, lâcher prise, vraiment lâcher prise. L'autonomie pour ça c'est génial. On arrive à se mettre comme on veut où on veut. Alors justement, les visites avec son chien, on en parlait justement au-dessus. Là, je vais être un peu plus morose. Je pense que morose, c'est un bon terme. Et pour cause, je trouve ça dommage, malheureusement, que je vais avoir, pour le coup, plus facile à pouvoir visiter à peu près tout ce que je veux. J'ai très très peu de refus, je dois l'avouer. Euh, Parce que j'ai un petit chien et que je peux la mettre dans un sac en bandoulière devant moi. Et donc finalement, ben, quand j'arrive au musée et que je leur dis, ben voilà, bonjour, je voudrais visiter le musée, mais oui, je sais, normalement les chiens ne sont pas autorisés, mais bon, je peux la mettre dans son sac. J'ai déjà le nom, hein, théoriquement, musée interdit aux chiens. Donc le nom, je l'ai. La seule chose que je vais chercher, c'est lui. Donc j'y vais au culot, je demande gentiment, voilà, parfois c'est oui, parfois c'est non. Si c'est non, c'est non. Voilà, faut respecter aussi. Mais j'arrive souvent à avoir des oui, je dois l'avouer, parce que j'ai un petit chien et que j'arrive à le mettre dans son sac. Alors souvent, les gens me diront, ouais, c'est pas juste. Non, c'est pas juste. Et je l'avoue, ce n'est pas juste que moi, avec mon petit chien, je puisse le faire et que d'autres avec un grand chien ne pourront pas le faire. Après, attention que même avec mon petit chien, si j'arrive en pleine heure d'affluence, un samedi après-midi et que le musée est blindé, même en sac, je rentrerai pas. Donc il y a aussi ça qui joue, je pense, dans la balance. Il y a la manière dont vous allez vous adresser au personnel, il y a la personne que vous allez avoir derrière le comptoir, il n'y a rien à faire. Mais vous pouvez toujours le tenter, même avec un grand chien finalement. Souvent, on voit interdit aux chiens et on s'arrête à ça. Si on s'arrête pas à ça, bah, on peut peut-être y arriver. Voilà. Donc, faut aussi accepter, faut aussi, par contre, faut être bien conscient des limites de votre chien. Si vous allez comme ça dedans. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer dans un magasin de porcelaine et que votre chien fait pas gaffe à sa queue, balaye, enfin, et balaye tout et casse tout, clairement, ça va pas aider pour les suivants et vous allez vous retrouver avec une addition bien salée. Donc, faut aussi avoir ses limites avec son chien. Je pense que ça, c'est important. Mais par contre, tout ce qui est extérieur, donc citadelle, remparts, euh, même cimetière militaire, enfin espace militaire, peu importe, parce que du côté de Verdun et compagnie, il y a pas mal de choses à visiter par rapport à la guerre et compagnie. Euh, Par exemple, si vous avez des églises ou des monuments historiques en extérieur, enfin en extérieur où il faut juste rentrer un petit peu. Mais voilà, ça vous pouvez y aller avec vos chiens. Enfin moi j'ai jamais eu de réflexion par rapport à ça. Mais de nouveau, mon chien est calme. Quand je rentre pas avec un chien surexcité. Mon chien est calme quand on rentre dans un lieu. Je respecte vraiment les lieux. Je laisse pas mon chien en liberté divaguer dans le lieu. Ça c'est impossible. Il y a du respect à avoir aussi. Et surtout, faut savoir que dans ces cas-là, déjà, moi, je comprends pas ceux qui promènent leur chien, qui ne ramassent pas ce que les chiens peuvent faire sur des trottoirs ou quoi aux caisses. Ou même sur des sentiers de randonnée en plein milieu. Si c'est dans les sous-bois, on est d'accord, mais en plein milieu, je comprends pas quoi. Euh, et donc, en fait, quelque part, là, c'est pareil. Si votre chien a un accident dans un de ces endroits-là, même en extérieur, même sur des remparts, même sur vous ramassez en fait. Enfin, c'est obligatoire. Enfin, c'est le seul moyen qu'on ne fasse pas une marche arrière toute sur l'interdiction des chiens partout, quoi. Hein. Parce que sinon, on va arriver à ça. Ça, c'est une certitude avec le non-respect. Donc, je dirais de se baser beaucoup plus sur le respect par rapport au fait qu'il y a des gens qui n'apprécient pas les chiens et qui donc vont voir, on va dire,
les petits côtés négatifs comme quelque chose de très négatif et une bonne raison de les refuser. Voilà. Donc, si tout le monde respecte et que tout le monde est poli et que tout le monde est cordial et voilà, je pense qu'on arrivera à faire avancer la chose. Mais donc, tout dépend des visites que vous voulez faire, mais rien n'empêche effectivement de téléphoner au musée en avance, voire même si vous avez eu un nom par téléphone, le jour même, si vous voyez que c'est très calme, que le musée est assez vide, etc., et que votre chien est très très calme, d'aller avec votre chien poser la question. Souvent, le fait de voir un chien qui est calme et compagnie, c'est ça qui joue. Moi, je vous avoue qu'elle était posée, elle était très calme, et donc ça passe. Si elle avait été surexcitée, je pense que j'aurais eu un nom. Si elle avait sauté partout et tout, il m'aurait dit non. Je suis certaine. Donc vraiment, n'allez pas avec un chien qui n'est pas dépensé. Mais en même temps, quand on est en canirando, théoriquement, le chien a quand même fait des efforts, il est bien dépensé. Donc ils sont normalement relativement calmes. Autant en profiter. Et alors, le dernier point sur lequel j'ai eu pas mal de questions, ça va être tout ce qui est pattes et coussinets. Et oui, que faut-il faire avec son chien? Quand est-ce qu'il faut le préparer, etc., etc. Alors, moi je dirais que c'est avant, pendant et après. C'est aussi simple que ça. Vous allez devoir préparer le travail en amont, au moment de l'effort et par après. Comment est-ce que ça va se passer? La première chose, ça va être comme pour vos pieds, il faut bien les nourrir. Donc pour ça, il existe plein de crèmes pour mettre sur les coussinets et que vous pouvez mettre voilà, avant de partir. Je dirais plusieurs semaines avant de partir pour bien nourrir les coussinets et que vous pourrez mettre le matin et le soir pendant que vous êtes dans votre itinérance et par après continuer à bien lui en mettre jusqu'à ce que ces coussinets récupèrent complètement les efforts qu'ils ont faits. Alors moi personnellement, quand on me pose la question, qu'on me demande ce que j'utilise, il y a plein de crèmes dans le commerce qui existent. Il y a moyen d'en faire soi-même avec de la vaseline, du miel, enfin voilà, ça vous trouverez facilement. Mais moi, par simplicité, j'utilise la gamme de chez Essence of Life, donc Eol, et j'en suis assez contente. Voilà, ils ont 2 produits dans leur gamme pour le soin des coussinets, la classique et la extrême. Moi, je conseille, enfin, par exemple pour la canirando sur plusieurs jours, moi je vous conseille de prendre l'extrême. Elle est beaucoup plus nourrissante et elle nourrit vraiment super bien. Mais bon, c'est pas un placement de produit, c'est simplement ce que moi j'utilise. De nouveau, c'est parce que quelqu'un m'a posé la question de savoir ce que moi j'utilisais comme marque. Donc voilà, moi je vous dis juste ce que moi j'utilise. Et puis ensuite, il va falloir faire très très attention, c'est que malgré la crème, il y a quand même des grands risques de brûlure. Donc c'est-à-dire qu'avec la chaleur, tout ce qui va être empierrement, tout ce qui va être bitume et tout ce qui va être trottoir, enfin voilà, tout ça va être bouillon et très rapidement. Donc au-dessus de 20 degrés, attention, si le soleil est là, enfin même s'il n'est plus là, justement faites plus attention en fin de journée qu'en début de journée. Le soir aussi, même quand le soleil se couche, parce que la chaleur accumulée va rester dans le sol et va continuer à se dégager. Donc attention aux brûlures dues à la chaleur. Et attention aussi, parce que ça on y pense moins, aux brûlures dues au froid et au gel. Et alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est bien, mais on contre ça comment, nous? Eh ben là, c'est pas très très compliqué. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il existe soit des chaussettes, soit des bottines pour chiens. Et là, il faut mettre tout un protocole en place. Je peux pas vous dire le temps que ça prend à habituer le chien à les mettre. Il y a des chiens pour qui ça va aller extrêmement vite. Il y a des chiens, il va leur falloir du temps. Mais il est important d'habituer votre chien, que votre chien les voie de manière hyper positive. C'est vraiment beaucoup de boulot. Et, euh, et pouvoir faire accepter les bottines à son chien, ça peut être vraiment important et sympa pour vous éviter toutes sortes de problèmes comme des blessures ou caisses ou des brûlures. Si ça vous intéresse, moi ici, Bekapu, elle a été en arrêt, donc là, avec la remise en route, va falloir que justement que je la redésensibilise complètement parce qu'elle a été sensibilisée à ça. Donc il faut que je refasse un travail de désensibilisation et d'acceptation des bottines. Euh, et donc ça vous intéresse, je pourrais le filmer et vous le présenter, de voir comment est-ce qu'on travaille pour mettre les bottines facilement à son chien et de manière volontaire à son chien. Et pour répondre à la question, parce que j'ai une question là-dessus, il en faut bien 4. Votre chien a 4 pieds, donc il en faut bien 4. 2 paires. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo.
On se retrouve très très prochainement. Donc là, la semaine prochaine sera une petite vidéo bilan. Voilà, par rapport à ce qui s'est passé pour moi ici cet été, mes blessures, etc. etc. Où en sont, enfin voilà, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui s'est encore passé entre temps, parce qu'il y en a encore eu. Et voilà, donc j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, moi je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de votre chien et peut-être à bientôt sur le schéma.